Il va s'agir de faire du monde un objet. Je suis dans l'espace autant que l'espace est en moi. Un danger presque à faire du monde mon monde. Je suis très content de te retrouver pour ce deuxième épisode, cette fois-ci sur la thématique du monde comme représentation. Donc c'est une fameuse citation avec laquelle Schopenhauer a commencé son livre Le monde comme volonté comme représentation en 1818. J'aimerais avoir ton avis là-dessus. Qu'est-ce que tu en penses? Est-ce que le monde est ma représentation? Oui, alors c'est vrai que ce tout début du livre de Schopenhauer nous interroge, évidemment, et aurait presque tendance à avoir deux effets. Le premier, c'est de coller complètement à une forme de réalité actuelle, où l'on a tendance à dire qu'on a chacun son monde, comme on a chacun sa vérité. Et c'est quelque chose qu'on répète à l'envi, à chacun sa vérité, etc., dans une espèce de relativisme généralisé et absolu des choses, qui est un danger également absolu, puisque si tout est relatif, bien en toute logique, le fait même que tout soit relatif est relatif, ce qui veut dire que ce qu'on donnait comme relativisation de la vérité, qui valait pour vérité, n'est en fait pas du tout une vérité, il n'y a plus de vérité. Et si on applique cela au monde, eh bien, si on a chacun son monde, cela veut dire qu'in fine, il n'y a pas de monde. Et ça pose quand même un gros problème, de fait. Donc, ce n'est pas du tout ce que dit Schopenhauer. Schopenhauer, qui est un très grand lecteur de Kant, ne dit absolument pas cela, puisqu'il y a une dynamique chez Kant qui, passant par la subjectivité, vise l'objectivité. Donc, il faut, entre guillemets, en jouant sur les mots, un peu décanter la proposition de Schopenhauer, et bien remarquer qu'a priori, la proposition qui est faite, de dire que le monde est ma représentation, est une proposition qui ne va pas de soi. Ne va pas de soi parce que il y a une forme d'objectivation nécessaire de la notion, objectivation nécessaire du monde. Et d'ailleurs, la dissertation va servir à cela. Il va s'agir de faire du monde un objet. Bon. Alors un objet, on n'oublie pas, un objet, étymologiquement, c'est quelque chose que l'on jette, objet, devant soi. Donc on en fait quelque chose qui est devant soi et que l'on va observer, que l'on va regarder, que l'on va penser et que l'on va rationaliser. Et si le monde est bien un objet de la pensée et de la raison étant a priori ce qui est commun aux hommes, même si elle prend des formes différentes, on arrivera bien à une forme d'unité. En rationalisant la notion. Et donc quelque chose qui échappe à mon jugement propre, à ma propre représentation, mais quelque chose qui est commun. Et ce caractère commun au monde est absolument nécessaire parce que c'est ce qui va rendre le monde vivable. Si le monde est une mise en ordre d'un désordre, on fait appel par exemple aux représentations d'Hésiode et puis même de l'Antiquité, c'est-à-dire que quand il n'y avait rien, qu'y avait-il? Il y avait du désordre, il y avait du chaos, et que le chaos a, par une espèce de force, qui pourrait être par exemple la volonté, chez Schopenhauer, une force organisatrice qui a fait que les choses se sont transformées en cosmos, c'est-à-dire en monde. Bon. Donc le monde est une forme d'organisation, et cette organisation, elle est absolument nécessaire pour que ce soit vivable, parce que l'ordre, c'est du désordre rendu vivable. Bon. Et comme on n'est pas tout seul, mais qu'on est plusieurs, il vaut mieux que ce désordre rendu vivable soit vivable pour tout le monde. Donc, objectivement, le monde tel qu'il se présente, mais devant nous et dans notre façon de vivre, s'il veut être vivable, il faut précisément qu'il y ait de l'ordre. Et il s'impose comme une réalité qui ne m'est pas propre, mais qui est au contraire partagée. Ce qui fait qu'il y a un caractère logique à cette appréhension du monde, objectif, mais également
une dimension politique qui ne doit pas être oubliée dans notre façon d'appréhender le monde. Politique, c'est-à-dire l'organisation de la police, l'organisation de la cité. Nous sommes par nature des animaux politiques, dit Aristote, et lorsque Platon pense, lui, dans sa République, le monde de la cité, avec des caractères un peu effrayants de temps en temps, il faut bien l'avouer, mais quand il le pense, c'est bien une mise en ordre collective. Bon. Donc il y a de fait dans le monde, dans cette idée de vivre ensemble, un danger presque à faire du monde mon monde. Parce que si c'est mon monde, forcément, il va se confronter au monde des autres. Et le risque, c'est la séparation du monde, c'est être hors monde. Et être hors du monde, c'est s'exposer au pire, en réalité. Donc, il y a quelque chose ici d'extrêmement important. Et puis même, sur l'idée de la représentation. Quand on y réfléchit, la représentation nous offre un tableau du monde valable pour tous. Une toile, on ne dit pas qu'on va y adhérer, mais elle représente par une forme d'adhésion de tous ceux qui regardent une vision des choses. Et on n'oublie pas que le mot représentation a un sens. Chez les Grecs, ça s'appelle mimesis. Mais en général, mimesis, qui est un terme aristotélicien, est mal traduit en français. On a tendance à traduire le mot mimesis par le mot imitation. Une œuvre d'art serait par exemple une imitation. Non, c'est bien une représentation, c'est-à-dire une représentation. Et présentation, il y a le mot présence à l'intérieur, et le mot présence, c'est à la fois le présent d'une chose, c'est-à-dire ce qui se manifeste à nous dans l'immédiateté du temps, le présent, mais c'est également une présence. Et la présence, c'est tout ce qui vient par-dessous, de sous-jacent, qui ressurgit au présent. Et la représentation va être une façon, dans une toile par exemple, de faire coïncider au présent tout un arrière-plan, on pourrait presque dire, pas dans le sens de Nietzsche, mais avec les mots de Nietzsche, un arrière-monde qui ressurgit à notre perception. Donc la représentation est quelque chose d'extrêmement intéressant parce que c'est ce qui apparaît au théâtre. Tout théâtre est une représentation et c'est théorisé dans la poétique justement par Aristote sur la mimesis. Ce qui est intéressant, c'est que tu as évoqué mon monde s'oppose donc à leur monde, et on voit que dans la notion de représentation, tu as parlé de monde un peu comme objet, finalement, objet de la représentation des sujets, c'est-à-dire des hommes, et finalement, ça apparaît quand même assez particulier de penser le monde comme un objet, étant donné qu'on est dans le monde. Est-ce que finalement, il n'y a pas des biais un peu personnels, comme on dirait, un peu un prisme myope de notre importance personnelle qui nous amène à penser le monde comme étant finalement notre monde, c'est-à-dire notre monde propre? Pour répondre à cela, je prendrai un petit peu de recul et je pourrais m'appuyer sur l'expérience de la Renaissance qui est un moment de bascule extrêmement important. On sait que la Renaissance a mis en place la notion de perspective. L'homme, dans les tableaux de la Renaissance, devient d'abord la mesure de toute chose. C'est une vieille formule, évidemment, que l'on prend à Protagoras, mais l'homme devient la mesure de toute chose, mais ça se voit dans les tableaux. C'est-à-dire que dans les tableaux, l'homme est placé, il est au centre, entre guillemets, des choses, mais il est placé dans un espace. Et souvent, d'ailleurs, on peut considérer le monde comme un espace. Le monde, c'est aussi un espace. Bon. Mais la spatialité du monde ne va pas de soi, en fait, dans les représentations, et notamment à la Renaissance, parce que le monde devient une mise en perspective. Et ça, c'est quelque chose d'intéressant, parce que il y a une échelle du monde, une échelle de l'espace, qu'il va s'agir de véritablement mesurer. Cet espace est autant représenté par le peintre en tant qu'il regarde le monde tel qu'il se présente à lui, que comme une projection de ce que le peintre voit du monde, ce qui fait que dans cette représentation, il y a autant le monde qui est à l'extérieur de moi que la projection du monde que je porte en moi
sur la toile. Et ça, c'est quelque chose d'extrêmement intéressant. Le tableau parle du monde, en réalité. Du monde dedans, du monde extérieur, et comment les deux entrent véritablement en interaction. Je suis dans l'espace autant que l'espace est en moi. Et c'est quelque chose qui doit véritablement être pris en considération dès que l'on parle de représentation, véritablement. Donc, c'est valable. Ce qui est valable pour un tableau, c'est valable en réalité pour tout homme. C'est ça qui est intéressant, notamment dans la proposition de Schopenhauer. C'est que l'œuvre devient un lieu de coïncidence, mais d'une certaine manière, tout homme est une œuvre. En tout cas, sa vie est une œuvre à construire. Et de ce point de vue-là, tout homme a à faire de sa vie une œuvre, en ce sens que cette vie est bien un lieu de coïncidence entre le monde et lui. Lui, en tant qu'il est dans le monde, et qu'il est un monde. Voilà. Montaigne dit que l'homme... voilà, et, enfin, chaque homme porte en lui l'entièreté de l'humaine condition, mais c'est exactement cela, en réalité. Donc, la représentation devient un moment absolument privilégié. C'est hyper intéressant parce que tu nous parles de la notion de représentation et notamment du fait que chaque homme est une œuvre. On pourrait se demander si finalement chaque homme ne se représente pas dans le monde aux yeux du monde. C'est-à-dire, est-ce que finalement son but, c'est pas aussi de trouver une place dans ce monde, dans cette société? Est-ce que finalement il ne joue pas des représentations un peu théâtrales dans le paraître? Est-ce que finalement il n'y a pas toute cette dimension-là qui apparaît? Oui, c'est un peu le syndrome de Lorenzaccio, l'œuvre de Musset. Lorenzaccio joue un rôle. Il est au sens étymologique du terme un hypocrite. Le mot hypocrite en grec, hypocrites, c'est l'acteur. Donc il est un acteur qui porte des masques, et la réalité est que nous portons tous des masques dans le monde. Quand on pense au monde même de La Bruyère, par exemple, quand La Bruyère, dans ses caractères, étudie le monde, le grand monde, c'est-à-dire la cour, c'est un monde de théâtralité. Chacun porte des masques, avec un rôle qu'il doit adopter, et surtout sur lequel il ne doit pas être fautif, parce que c'est la fin de la représentation. Bon. Donc, évidemment, nous sommes tous en représentation, ici, ailleurs, etc. Bon, c'est indubitable, et c'est absolument même nécessaire en société difficile. Malgré ce que souhaite Alceste dans le Misanthrope, difficile d'être totalement soi-même. Sans quoi, on finit au désert, pour reprendre l'expression de Molière. On finit hors du monde. Bon. Donc, et c'est la mort, en réalité. C'est la mort totale. Donc, oui, nous sommes tous un peu en représentation. Notre ambition, sans doute, et qui parle véritablement du thème de cette année, c'est que si je suis dans le monde, que je joue un rôle, mais que je dois quand même, répondant à l'impératif socratique, je dois apprendre qui je suis, me connaître moi-même, je dois bien reconnaître que je suis en quelque sorte responsable du monde dans lequel je vis, mais également du monde que je porte en moi. Et cette responsabilité fait que, toujours, je pense, dans notre existence, nous collectons des parcelles du monde. On va lire, on va regarder, on va rencontrer des personnes qui ne nous ressemblent pas nécessairement. C'est toujours ce qu'il y a de plus stimulant, je pense, en plus, de croiser des gens qui ne nous ressemblent pas, parce que sinon, on se regarde en miroir, ça n'est pas très très intéressant. En fait, ça flatte souvent l'ego, mais ça n'apporte pas grand-chose. Donc, aller à la confrontation d'autres choses, et puis collectant tout cela, qui sont des parcelles, des débris, en faire une nouvelle composition. Et ça, c'est le domaine de la volonté, en réalité, qu'évoque Schopenhauer. C'est-à-dire qu'en fait, le but pour nous, c'est d'assembler les morceaux épars. C'est tout ce qui est un peu éclaté, en faire une espèce de présence cohérente de notre existence, un véritable cosmos. Et d'une certaine manière, lorsque les Grecs pensent que l'homme est un être cosmique, ça n'est pas seulement parce qu'il appartient à une organisation du monde à laquelle il doit finalement
non pas seulement adhérer, mais dans laquelle il doit se fondre et devenir cette espèce de cosmos. Mais c'est aussi l'idée que sur les miettes du monde, sur les bribes du monde, parfois sur ces lambeaux, il y a quelque chose à faire. Il y a à recoudre. Ce que l'on va recoudre là, ce que l'on va réassembler, va faire de nous véritablement un être cosmique. J'aurais tendance à dire, on est tous un peu comme Ulysse, chez Homère. Bien sûr. Ulysse, il vit des choses éparses à droite et à gauche, il est ballotté à droite et à gauche, mais on est tous un peu comme ça, hein. Il y a les aléas de la vie qui... voilà, on est vent debout, là, et on est envoyé au bout du monde, alors même que on ne voulait pas aller par là, mais on est envoyé ailleurs que ce que l'on souhaitait. Bon, donc on ne maîtrise pas tout, évidemment. Mais je termine juste là-dessus, parce que c'est très important. Ulysse, il prend en charge son récit. Quand il va à Alkinoos raconter son histoire, qu'est-ce qu'il fait? Il tisse. C'est-à-dire, il remet de l'ordre dans tout ce qui lui est arrivé. Et ce faisant, on a une œuvre. On a une œuvre qui est celle d'un Aède. On doit presque tous être les Aèdes, c'est-à-dire les poètes de nos propres existences, à recomposer, malgré les aléas et les bribes de nos vies, quelque chose qui soit absolument cohérent. Et de là, il y a une représentation à donner. Ok, super, merci beaucoup. On a pu voir ensemble l'importance de ce terme représentation et s'éloigner un petit peu des pensées de Schopenhauer, mais c'est hyper intéressant pour pouvoir bien comprendre toute la pensée qu'il peut y avoir autour de ces sujets-là. On voit aussi qu'aujourd'hui, on réduit souvent ce monde à un monde d'apparence, un monde de paraître. C'est étroitement lié à la représentation. Est-ce que finalement, c'est pas légitime d'être dans un monde d'apparence dès lors qu'il y a société, autrui et propre représentation, comme tu le disais juste avant? Mais c'est absolument nécessaire. Je reviens aux misanthropes. Peut-être que les étudiants qui nous écoutent ont lu, enfin je l'espère en tout cas, le misanthrope au lycée ou en classe préparatoire. L'aventure du misanthrope, elle est tout à fait intéressante. On a, disons, 3 personnages. On a Alceste, qui est en guerre permanente et en procès avec la société, parce que lui, il veut la transparence de l'être. Il veut que chacun soit dans la transparence de ce qu'il est, et donc en honnêteté totale, et sans paraître, sans faux semblant, etc., dire ce que l'on pense, et si un sonnet est mauvais, dire que ce sonnet est bon à mettre au cabinet, comme il le dit. Fort bien. D'ailleurs, on se rend compte que même avec sa propre ambition, Alceste a quelques difficultés. Hein. Dans un premier temps, il se refuse à entrer en confrontation avec le monde. Mais enfin, il se trouve que cet homme, ce jeune homme, est en procès avec quasiment tout le monde parce qu'il est un peu trop franc. Donc, il y a lui. À l'inverse, il y a la coquette Célimène, dont il est d'ailleurs amoureux, ce qui n'est pas le moindre des paradoxes, puisqu'on a un atrabilaire amoureux. Et donc, Célimène, elle est alors complètement dans la société. C'est-à-dire qu'elle est capable d'être charmante et parfaitement en adéquation avec ses interlocuteurs. Et dès que les interlocuteurs sont sortis et puis que quelqu'un d'autre se ramène, elle les descend en flèche. Elle est abominable. Hein, enfin, voilà. Mais parce qu'elle est en représentation permanente. C'est une actrice, c'est une hypocrite pour le coup. Elle donne le change à longueur de temps. Bon. Et puis il y a la solution médiane, qui est Philinte, qui n'est peut-être pas la situation la moins désespérante du misanthrope de Molière. Mais Philinte a parfaitement compris que pour vivre en société, il faut donner le change. Ce qui ne nous empêche pas de penser au fond les choses telles qu'on a envie de les penser, mais pour que le monde tienne, pour qu'il ne parte pas, qu'il n'explose pas complètement, il faut cette représentation. Et on le sait très bien. Un exemple, la politesse. La politesse est une chose nécessaire pour que l'harmonie du monde demeure, mais ça ne nous empêche pas, de temps en temps, de ne pas en penser moins. Je suis absolument certain que, de part et d'autre d'un bureau dans une classe, tout le monde garde pour lui, parfois, ses pensées les plus profondes, parce que sinon, ce serait invivable. Et c'est absolument nécessaire, et c'est la règle du jeu. C'est la règle du jeu. Si on change les règles, j'ai peur que
tout parte à volo. Enfin. En tout cas, merci beaucoup pour cet échange. Super transition, parce que misanthrope, ça nous évoque évidemment le prochain épisode qui est une citation de Jean d'Ormesson dans Comme un chant d'espérance en 2014 qui nous dit « Se heurter au monde et aux autres ». Donc, belle transition, Frédéric. Bien joué. Et on se retrouve du coup pour le prochain épisode. À bientôt.